Bonjour Olivier Faure. Bonjour Agathe Lambray. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, un des plus proches du président, a donc été nommé Premier ministre hier soir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous qui avez presque désormais un droit de vie ou de mort sur le futur gouvernement. Êtes-vous prêt à travailler avec lui, à intégrer son équipe? Quelles sont vos lignes rouges? Mais d'abord, Olivier Faure, vous ne serez pas Premier ministre. On vous a claqué la porte au nez. C'est la douche froide ce matin? Non, ce n'est pas la douche froide. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de surprise, même s'il y a de l'incompréhension. Parce que les Français espéraient le changement et que, au fond, Sébastien Lecornu à Matignon, c'est Emmanuel Macron à Matignon. C'est les mêmes. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont tout entrepris ensemble depuis 8 ans. Sébastien Lecornu fait partie de ceux qui ont tout accompagné. Et donc, il est difficile de croire que le changement puisse intervenir avec celui qui a, au contraire, tout endossé, tout accompagné, tout souhaité avec le chef de l'État. Vous doutez d'un changement de politique, mais d'abord, Paul. Il est exactement 19h01. Hier soir, vous êtes en plein bureau national du Parti Socialiste. Le chef de l'État vous appelle pendant exactement 12 minutes. Racontez-nous ce coup de fil si important. Bon, tout simplement, je crois que le chef de l'État avait à cœur d'appeler celui dont on avait dit qu'il pouvait être Premier ministre. Et donc, il a souhaité, par politesse républicaine, m'appeler et me dire que son choix se porterait, comme les fois précédentes, sur un homme qui appartient à ce fameux socle commun. Et donc, il m'a dit que ce ne serait effectivement pas un homme ou une femme de gauche, et que ce serait Sébastien Lecornu qui, selon lui, réunissait les qualités pour avancer, puisqu'on le présente désormais comme un grand négociateur. Oui, c'est comme ça qu'il a justifié sa nomination, parce qu'il a dû vous expliquer pourquoi ce choix. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et comment vous vivez sur le moment? Pour ce que j'entends depuis ce matin sur les antennes, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un négociateur, comme quelqu'un qui a une expérience politique et donc qui devrait être capable de faire parler les uns et les autres. Mais je me souviens aussi que c'est ce qu'on a dit pour Michel Barnier. On a dit que c'était un grand négociateur qui avait négocié le Brexit. Puis après, on a parlé de la nomination de François Bayrou, qui était un homme de dialogue. Et avec lui, tout devait changer, puisque ça faisait 40 ans qu'il se préparait à ça. Et puis on a vu le résultat. Donc aujourd'hui, j'entends les éléments de langage qui sont distribués. Maintenant, nous jugerons sur pièce. À propos d'éléments de langage, donc vous parlez de 12 minutes avec le chef de l'État, puis vous rédigez immédiatement un communiqué du Parti Socialiste dans lequel vous écrivez « Aucun socialiste ne participera ». Est-ce que c'est définitif? Quelles sont les conditions pour que vous changiez d'avis? Non, moi j'ai toujours refusé, au cours des dernières semaines, je l'ai dit, moi je ne souhaite pas entretenir la moindre confusion entre le pouvoir actuel, macroniste, associé à LR, et associé à LR, c'est-à-dire à Laurent Wauquiez, à Bruno Retailleau, à des gens qui ne font pas mystère de leur volonté de s'écarter progressivement de ce qu'était l'espace républicain pour rejoindre l'espace de l'extrême droite. Et donc, je suis très inquiet sur la façon dont s'oriente ce gouvernement. Mais attendez, parce que ça n'a pas encore commencé, ce gouvernement. Sébastien Lecornu n'a pas encore donné sa feuille de route. Mais vous, a priori, d'emblée, vous dites il n'y a aucun scénario où le Parti Socialiste participe à l'équipe gouvernementale. Ah mais moi, je ne crois pas un seul instant à cette en même temps, à cette confusion entretenue qui est en réalité la porte ouverte à l'extrême droite, parce que moi, je ne veux pas qu'à un moment quelconque, on puisse considérer que la gauche et la droite, c'est la même chose. C'est différent, et donc chacun présente son point de vue, et ensuite, ce que je défendais l'idée très simple qu'il fallait un gouvernement qui propose et un parlement qui dispose. Donc avec cette idée extrêmement démocratique que les Français ont souhaité un parlement avec un équilibre tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qu'il fallait que le gouvernement s'adresse à ce parlement et vienne chercher à chaque fois des majorités d'idées. Vous parlez de la droite et l'extrême droite, mais on apprend aussi que dans la nouvelle méthode vendue actuellement par l'Élysée et par Matignon, il y aurait des conversations avec, par exemple, les communistes en cours. Pourquoi il ne peut pas y avoir de négociations avec Olivier Faure du Parti Socialiste? Mais je n'ai pas dit que je ne discuterai pas. Vous dites que vous fermez la porte parce qu'il y aura la droite et l'extrême droite. Non, je vous dis simplement que vous me demandez si je veux participer à un gouvernement qui serait... Non, on a entendu que vous ne participeriez pas à un gouvernement. En revanche, Olivier Faure, est-ce que vous êtes prêt? Parce que Emmanuel Macron a chargé Sébastien Lecornu de consulter d'abord les partis avant de former le gouvernement. Est-ce que vous êtes prêt à discuter, à dialoguer avec Sébastien Lecornu? Est-ce que vous irez à Matignon dans une démarche constructive? Moi, je ne refuse jamais la discussion. Simplement, je le dis aussi nettement, que je dis que j'irai discuter, que si j'ai le sentiment que nous sommes baladés,
que les Français sont baladés, parce que au fond, la seule chose qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir comment nous allons répondre à ce mouvement qui est en cours, à ce mouvement qui viendra le 18 septembre à l'appel des grandes centrales syndicales. Comment est-ce qu'on répondra aux angoisses de ce pays, qui est un pays divisé, d'une certaine façon déprimé, en burn-out, et donc comment est-ce qu'on fait pour leur répondre? Si la réponse est une réponse qui est une réponse positive, eh bien, j'accompagnerai cette réponse. Si cette réponse est une réponse qui est la même que celle qui est formulée depuis 8 ans, alors je censurerai et donc nous irons vraisemblablement vers une dissolution. Avant de parler de la dissolution dans quelques minutes, j'aimerais que nous écoutions ensemble Raphaël Glucksmann, qui veut un pacte de non-censure. La seule manière de gouverner, là, ce sera de ne pas faire ce qui a été fait les 2 précédentes fois. Sans majorité, on est obligé de nouer des relations. Il faut un pacte de non-censure avec toutes les forces qui ont participé au Front républicain. Vous entendez ce que dit Raphaël Glucksmann? On est obligé de nouer des relations. Mais avec LR, avec les macronistes. Mais moi, je ne veux pas être dans... Je vous le répète, et je vous le répéterai aussi souvent qu'il le faudra, je ne veux pas la moindre confusion. Moi, je souhaite que nous puissions parler du fond. Je ne veux pas un pacte, je ne veux pas une plateforme commune qui serait celle qui nous amènerait à gouverner ensemble. Nous ne gouvernerons pas ensemble. Ce que je dis, c'est que nous avons, nous, des exigences que nous avons déjà posées dès le mois d'août, en expliquant ce que nous ferions nous-mêmes si nous étions demain à Matignon. Et sur quoi repose-t-il? Il repose sur des idées simples. Nous ne pouvons pas avoir une trajectoire telle que l'avait imposée François Bayrou, qui est une trajectoire récessive et qui emmènerait le pays dans le mur parce elle diminuerait notre capacité à la croissance et qui, au fond, nous amènerait à mourir guéris, peut-être sans déficit, mais en fait sans activité non plus. On va parler de ligne rouge, Olivier Faure, dans le détail, notamment sur le budget, mais ce que vous nous dites, c'est pas de pacte de gouvernement, mais pourquoi pas un accord de non-censure sur le budget? Mais on jugera au cas par cas. Moi, je ne veux pas donner un chèque en blanc à un gouvernement dont je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne sais pas ce qu'ils feront non seulement dans le domaine budgétaire, on va en parler, mais ensuite... Pas de censure a priori, Olivier Faure. Vous n'allez pas censurer ce gouvernement. A priori, vous lui donnez une chance. Vous avez je veux qu'on parle du fond. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas seulement la politique budgétaire, il y a aussi la politique en matière migratoire, sécuritaire, en matière de logement, en matière d'éducation. Que vont-ils faire? Je ne veux pas donner un chèque en blanc à un gouvernement dont je ne sais rien. Et donc, est-ce que ça veut dire je jugerai, c'est ce que je jugerai, ce sera leur politique. Est-ce que ça veut dire que vous allez interdire à tout socialiste d'entrer dans un gouvernement le cornu? Ah, mais je crois qu'aucun socialiste ne veut rentrer dans un gouvernement le cornu. Hier soir, il y avait un bureau national où toutes les sensibilités étaient représentées. Ce communiqué dont vous avez parlé a été adopté à l'unanimité. C'est donc la démonstration que nous sommes parfaitement raccords les uns et les autres sur cette option. Même, pardon Agathe, vas-y, même, parce que la question maintenant c'est la taxe sur les riches. On va parler de la taxe Zuckman. Est-ce que si le gouvernement avance sur la taxe Zuckman, je le rappelle, une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, est-ce que vous seriez prêt à entrer dans un gouvernement le cornu? Mais je vous l'ai dit, nous n'entrerons pas dans ce gouvernement. Ce que je vous dis aussi, c'est que je veux discuter et comprendre ce que nous sommes capables de faire pour les Françaises et les Français. Et donc, comment est-ce qu'on fait notamment pour avoir déjà un projet de budget qui épargne complètement les classes populaires et les classes moyennes? Pourquoi ce projet était un projet condamné par une immense majorité de Françaises et de Français? C'est parce qu'il venait prélever des économies, non pas sur celles et ceux qui ont l'argent pour le faire, mais pour celles et ceux qui ont déjà tant de mal à finir leur fin de mois. Et donc, moi, je refuse toute forme de budget qui irait chercher à prélever ces économies sur les malades, sur les chômeurs, sur les travailleurs, sur les jeunes, sur les retraités, comme c'était le cas précédemment. Alors, la taxe Zuckman fait partie des réponses possibles. Parce que la taxe Zuckman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle taxe des gens qui ont des revenus qui sont qui ont un patrimoine, qui est supérieur à 100 millions d'euros. Vous dites parmi les réponses ils possibles. Sont 1800 à être concernés en France. Est-ce qu'on peut pas, avec des gens qui ont vu leur fortune doubler en 8 ans, se poser la question de savoir si on peut pas prélever sur eux cet argent? Oui, on vous entend, Olivier Faure, mais vous dites que ça fait partie des réponses possibles. Concrètement, est-ce que vous dites que ce sera la taxe Zuckman telle qu'on la propose, 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions, telle quelle, ou alors on est prêt à envisager un autre type de taxe pour les plus riches? Par exemple, Raphaël Glucksmann, qui était pour aussi la taxe Zuckman, il propose un impôt sur la fortune à un seuil élevé. Est-ce que ça pourrait être une alternative? Mais on va parler technique 2 secondes. Le problème de l'ISF, tel qu'on l'a connu jusqu'ici, c'est l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, c'est qu'il touchait pardon de l'expression, mais les petits riches. Vous aviez
un appartement à Paris, vous aviez acheté, je sais pas, 800 ou 900 000 euros, et par les effets de la spéculation, etc., votre appartement finit par coûter, je sais pas, 1,2 million, 1,3 million, et vous rentriez dans l'ISF. Et donc, on touchait en fait des gens qui avaient des petites fortunes, mais en revanche, les très gros, ceux qui avaient un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, eux n'étaient pas touchés parce qu'en réalité, par les mécanismes d'optimisation, eh bien, ils arrivaient à échapper à cet impôt. Donc, je ne veux pas simplement d'un retour d'un impôt sur la fortune. Donc, pas de retour à l'ISF. Quoi d'autre, alors ? En fait, je veux qu'on touche à ceux qui ont un patrimoine important et qui, aujourd'hui, sont totalement délestés de ce fardeau fiscal. Comprenez bien que quand vous payez vos impôts, vous êtes à peu près entre vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu, votre TVA, etc., vous payez environ 50% de vos revenus. Pour les ultra-riches, c'est 27%. Qui peut comprendre dans ce pays que plus on est riche, moins on est imposé. Et donc, moi, je veux évidemment l'inverse. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement, Olivier Faure ? Si ce n'est pas la taxe Zucman, quel type de taxe ? Alors, expliquez-nous quel seuil d'imposition, mais moi, je vous ai dit la taxe Zucman. S'ils ont la capacité à inventer une autre taxe qui aurait les mêmes effets, vous dites pourquoi pas ? Je suis prêt à le regarder. Mais je vous l'avais dit au président, moi, sur la taxe Zucman, hier, pendant les 12 minutes de conversation. Non, on n'a pas parlé de fond. On a parlé, il m'a dit, j'ai pris acte de sa décision. Que voulez-vous que je lui dise ? Je ne vais pas lui dire, tu ne peux pas nommer Sébastien Lecornu, c'est forcément quelqu'un de gauche. Et sa décision, il l'assume et il en est seul responsable. Je ne partage pas la responsabilité de cette nomination avec lui. Donc maintenant, ce que je veux, c'est qu'on puisse s'adresser aux Françaises et aux Français et leur dire, voilà, sur les économies, vous ne serez pas touchés. En revanche, on ira prélever sur celles et ceux qui le peuvent. Nous avions proposé de revenir sur 2,9 milliards d'exonérations de cotisations sociales patronales sur les 91 milliards qui leur sont accordés chaque année. Ben, je pense que ça se regarde. Je pense qu'ils devraient, peut-être même s'ils ne veulent pas passer par d'autres moyens, ils pourraient même augmenter. On pourrait encore augmenter, c'est la fin de ces exonérations. On pourrait considérer qu'à partir de 1,88 SMIC, qui est le seuil à partir duquel on considère qu'il y a des effets d'aubaine et que ça ne sert pas l'emploi, eh bien on pourrait considérer qu'à partir de là, on peut supprimer ces exonérations. C'est à eux de dire maintenant ce qu'ils prennent de ce que nous avons proposé. On continue d'en parler dans un instant. Justement, quel compromis précisément vous pouvez nouer avec ce gouvernement ? Quelles sont vos lignes rouges, les concessions possibles ? Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Des actions menées dès le petit matin dans plusieurs villes de France à l'appel du mouvement Bloquons tout contre les coupes budgétaires. Des manifestations en cours perturbent la circulation sur plusieurs axes. L'A10 dans les deux sens vers Poitiers, la route M7 à hauteur de Perrache à Lyon. La circulation est aussi coupée en partie sur le périphérique nantais, la rocade sud de Rennes également. De premières interpellations ont été signalées dans l'agglomération parisienne, 75 au total. Un dossier que devra gérer tout de suite le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu prend officiellement ses fonctions ce midi. Un proche d'Emmanuel Macron, la gauche a dénoncé dès hier soir une provocation. Aucun socialiste ne voudra entrer dans un gouvernement. Lecornu assure sur France Info le patron du Parti socialiste Olivier Faure. La France insoumise annonce à l'instant que le parti va déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale contre Sébastien Lecornu. L'aviation polonaise a abattu des drones au petit matin, des drones présents dans son espace aérien alors qu'au même moment Moscou menait une attaque tout près dans l'ouest de l'Ukraine. La Pologne dénonce un acte d'agression et ce matin le président ukrainien affirme qu'au moins 8 drones d'attaque russes étaient dirigés vers la Pologne, pays membre de l'OTAN. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Toujours avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Nous parlions des compromis que vous pourriez faire sur la taxe Zucman notamment. Sur quels autres sujets êtes-vous prêt à avancer sur le budget, Paul ? Eh bien, c'est exactement la question qu'elle est posée, Olivier Faure. Sur quel autre sujet ? Parce que vous avez effectivement le droit de vie et de mort là-dessus. Vous avez longuement évoqué la taxe Zucman, vous avez parlé de la CSG. Par exemple, sur les retraites, la retraite à 62 ans, est-ce que vous pourriez faire un geste là-dessus ? Vous la voulez ? Ils ne la veulent pas ? Quelles sont vos lignes rouges ? C'est à eux de faire le geste. En réalité, tout le monde sait que les Français, dans leur immense majorité, ont demandé à ce qu'on revienne sur cette réforme Borne. Et donc, effectivement, on verra ce que le gouvernement est prêt à faire. Est-ce qu'il est prêt, dans un premier temps, à suspendre, comme nous l'avions demandé, donc sur l'année 2000, c'est-à-dire qu'on arrête tout de suite la réforme Borne, qu'on cherche ensuite, qu'on donne un mandat aux partenaires sociaux, non pas pour
se poser la question de savoir ce qu'on fait pas et de ça, mais comment est-ce qu'on fait pour financer le retour à 62 ans. Mais est-ce que c'est une ligne rouge, ça, pour vous? Vous dites il faut impérativement que la réforme à 64 ans soit remise sur la table. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de Sébastien Lecornu? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire cette concession aux macronistes, à la droite, à vous dire elle a été votée à 64 ans, c'est comme ça, on revient pas dessus? Agathe Lambray, elle n'a pas été votée. Oui, elle est passée en tout cas au Parlement. Oui, enfin elle est passée au Parlement. On l'a vu passer. C'est quand même le jeu démocratique, Olivier Faure. Vous ne remettez pas en cause le fonctionnement du Parlement, des institutions? Je ne remets pas en cause, mais enfin, malgré tout, elle a été adoptée avec un 49.3. Et ce que j'avais dit pour ma part, c'est que si nous avions été nommés avec un gouvernement de gauche et des écologistes ces jours-ci, eh bien, nous aurions renoncé au 49.3 pour permettre justement le jeu démocratique. Mais comme vous n'avez pas été nommé, vous demandez à Sébastien Lecornu de renoncer au 49.3. Eh bien, je lui demande de renoncer au 49.3, évidemment, parce que ce serait là une démonstration que la méthode change. Si rien ne change et si on nous dit, écoutez, bon, on va faire un petit effort, on va vous faire, 2 milliards sur les ultra-riches et puis, etc., mais on va continuer à ponctionner les retraités, les malades, les chômeurs, les salariés, etc. Bon, bah alors, en fait, rien n'aura changé. Et donc, moi, ce que j'espère de ce gouvernement, de ce président, c'est qu'ils ont enfin compris quelque chose. C'est qu'il faut rompre avec la politique qui a été menée depuis 8 ans. Si c'est pour nous dire qu'on continue comme avant, s'il fallait que tout change pour que rien ne change, alors, évidemment, ça ne peut pas marcher. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et donc, nous censurerons ce gouvernement. Et est-ce que vous attendez au passage, parce que Manuel Bompard, le leader, le coordinateur national de la France Insoumise, vient de le demander, que Sébastien Lecornu se soumette à un vote de confiance? Non, mais moi, je souhaite que, en fait, on ait un Premier ministre qui vienne apporter des solutions et qu'on le juge sur les solutions qu'il apporte, pas sur des lettres d'intention ou sur des grandes déclarations, etc. On en a assez soupé de ces déclarations. En fait, donc vous n'appelez pas particulièrement un vote de confiance, Olivier Faure? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il vienne dire à un moment, voilà ce que je ferai sur le budget, ce que je ferai pour assurer la sécurité des Français, ce que je ferai pour assurer leur logement, assurer leur éducation, comment je ferai pour rompre avec ce que nous avons connu et qui a été quand même, pardon, mais enfin, qui a été plus que contesté, qui a été dénoncé à plusieurs reprises l'an passé. Les élections européennes ont été un échec. La dissolution a été un échec pour le chef de l'État et pour sa majorité. Et donc, il y a une logique à ce que désormais, ça change. Même en 2022, il n'avait pas obtenu de majorité absolue après l'élection présidentielle. Sur le budget, vous êtes resté un peu vague. Pardon, vous nous dites pourquoi pas une alternative à la taxe Zuckman s'il y a une taxe sur les plus riches. Sur la retraite à 62 ans, vous répondez pas vraiment? Je n'en vois pas. En fait, je vous dis, pour l'instant, enfin, je ne veux pas fermer la porte. Je ne suis pas obtus. Donc, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un me fait la démonstration qu'il y a un autre moyen que la taxe Zuckman pour obtenir le même rendement et taxer les mêmes, eh bien, effectivement, et éviter surtout que, moi, mon problème, c'est pas de dire j'en veux aux ultra-riches. Je veux simplement qu'on épargne les Françaises et les Français modestes. Je veux que les gens ordinaires n'aient pas à souffrir encore davantage de la politique conduite. Donc, si on me dit, il n'y a pas de problème, excusez-moi, on a du mal à comprendre. Pas de problème. On a du mal à comprendre ce matin où sont vos lignes rouges pour ne pas voter la censure. Ma ligne rouge, c'est que je ne veux pas que les Français ordinaires continuent à souffrir de les politiques conduites. C'est ça ma ligne rouge. C'est que je veux que les gens puissent vivre au mieux. Nous avons proposé dans notre contre-projet, par exemple, que avec la CSG, nous ayons des taux différents selon les revenus. Pourquoi faire? Pour que les gens qui ont des revenus nets qui sont inférieurs à 1 920 € par mois, c'est-à-dire quasiment la moitié des Françaises et des Français, eh bien, voient leur pouvoir d'achat augmenter. C'était 900 € pour une maman qui élève seule ses enfants, c'était 1 500 € pour un couple qui gagne 1 920 € pour l'homme et pour la femme. C'est évidemment un gain de pouvoir d'achat conséquent. Voilà ce que je souhaite. Si on pouvait parler à nouveau des salaires, si on pouvait parler du SMIC, si on pouvait parler de tout ce qui fait que la vie des gens puisse changer. Moi, c'est ça que je souhaite. Et ce que j'ai entendu ce week-end, c'est que quand les gens m'interpellaient en me disant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous allez à Matignon, est-ce que c'est ça, je leur dis, et ils me disaient pas, on a tellement envie que ce soit vous pour que ce soit vous. Il y avait des gens très sympathiques qui me disaient, vous, on vous aime bien, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent derrière, c'est que leur vie change. Et moi, ce que je veux ce matin à ce micro, c'est que leur vie change. Si leur vie change positivement, alors effectivement, il y a un chemin. Et si leur vie ne change pas, alors ce sera non. Si vous savez que s'il n'y a pas d'accord avec Sébastien Lecornu, potentiellement, le gouvernement tombera, il y aura une nouvelle dissolution. Vous êtes prêt? Il y aura une dissolution. Vous êtes prêt? Même pas peur?
Mais c'est pas même pas Sans peur. le nouveau Front Moi, populaire. je ne crains pas. Alors que vous avez 63 députés. Moi, je ne crains pas le verdict des urnes. Je ne crains pas les Françaises et les Français. Et j'irai devant eux en leur expliquant ce que j'ai souhaité de toutes mes forces et les raisons pour lesquelles nous avons revendiqué le pouvoir. Et ces raisons-là devront les amener à se poser la question de savoir s'ils préfèrent continuer encore avec Sébastien Lecornu ou s'ils préfèrent avoir un gouvernement de gauche et écologiste qui leur permette d'envisager aussi toutes les grandes transitions que nous devons envisager. Parce que, en réalité, Agathe Lambray et Paul Larrouturou, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas simplement besoin de faire en sorte que la dette se stabilise. Nous avons aussi besoin de réinvestir dans l'avenir, réinvestir dans la transition écologique, réinvestir dans l'éducation, la santé. Et tout ça, ça suppose effectivement de changer. Il faut une révolution copernicienne. Il faut que ce gouvernement comprenne que la politique du ruissellement, ça ne pourra pas marcher. Et que ce que nous devons faire maintenant, c'est prendre le taureau par les cornes. Je ne sais pas si elle est copernicienne, mais il y en a qui veulent une révolution. C'est ceux qui manifestent pour le 10 septembre aujourd'hui. Ce matin, dans la matinale de Jérôme Chapuis, Aurélien Boudon du syndicat Solidaire était porte de Bagnolet vers 6h30 quand il a été écouté, interrompu par un policier. Donc là, je suis en ce moment en train d'être contrôlé par un policier qui m'intime de me diriger contre un mur en ce moment même. Voilà. S'il vous plaît. Je suis en direct sur France Info, monsieur. Je suis en direct sur France Info, monsieur. Voilà. Monsieur, je vous laisse. Accrochez tout de suite. Oui, bien sûr. 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aussi à l'initiative du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Je ne sais pas ce que c'est beaucoup ou trop. Et ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait aucun débordement parce que je sais qu'il serait l'occasion pour ce gouvernement d'expliquer que c'est la chienlit et que donc il faut en revenir à des mesures autoritaires. Et je constate par exemple que si la consigne était donnée à ce policier ce matin d'interrompre quelqu'un à votre micro, je trouve ça scandaleux. Parce que la réalité, c'est que nous sommes en démocratie, que le droit de manifester doit être préservé et le droit d'exprimer sa colère ou son exaspération, il doit être évidemment garanti. Et ça n'est pas normal qu'un policier interdise à quelqu'un de répondre à un journaliste. Les policiers étaient en train de faire des contrôles au début de ce rassemblement porte Bagnolet. Vous avez immédiatement dit que vous accompagnez ce mouvement du 10 septembre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une différence flagrante aussi avec les membres du socle commun. Ça signifie que vous soutenez les opérations chariot gratuit, par exemple, rentrer dans les supermarchés et repartir sans payer, aller au restaurant et repartir sans payer? Non, c'est ça la ligne d'un parti de gouvernement? Non, pas du tout. Je ne soutiens pas. J'ai dit simplement que j'étais en empathie avec celles et ceux qui manifestent aujourd'hui leur colère ou leur exaspération. Mais je suis contre toute forme de débordement parce que je viens de vous le dire, tout ce qui relève de l'action de piraterie ou des débordements incontrôlés, de violence, eh bien, servira exclusivement le pouvoir qui voudra à ce moment-là refermer le couvercle et expliquera que c'est Bruno Retailleau qui est le mieux placé pour maintenir l'ordre et que nous devons avoir une politique qui soit à la fois libérale et autoritaire. Exactement ce que je ne souhaite pas. Tous les matins, nous finissons cet entretien avec la question qui a retrouvé sur les réseaux de France Info ce matin, la question qui casse le rêve. Olivier Faure, quand vous avez vu hier soir à 19h01 le nom d'Emmanuel Macron s'afficher sur votre téléphone, est-ce que vous avez cru qu'il allait essayer la gauche et que c'était votre moment à Matignon? Non. Non, parce que si ça avait été le cas, je pense qu'il m'aurait appelé bien avant et qu'il m'aurait dit « prépare-toi ». Effectivement, je fais le saut vers la cohabitation, je l'accepte parce que j'ai enfin compris que je ne pouvais pas continuer à gouverner comme je l'ai fait depuis 8 ans. Donc je savais que m'appelant à cette heure-là, c'était simplement pour m'annoncer que ce serait un homme ou une femme de droite. Et au fond, la rumeur avait déjà largement couru dans Paris et on savait déjà que ce serait Sébastien Lecornu. Même François Hollande, vous soutenez pour Matignon, il faut le souligner. Est-ce que vous vous dites que vous avez raté la chance de votre vie? Au contraire, ça décuple votre volonté d'y arriver, notamment en 2027. Mais je n'en ai jamais fait une affaire personnelle. Je sais bien que ça a été transformé en Olivier Faure est candidat pour Matignon. J'ai à chaque fois répété la même chose. Je souhaite que celui ou celle qui sera appelé par le président, qui appartient à ce socle de gauche et écologiste et qui serait appelé pour devenir Premier ministre, dise oui. C'était une façon pour moi de dire que ça n'était pas une affaire personnelle. Je souhaitais que ce soit, au contraire, une affaire collective. Je crois au collectif, je crois à notre capacité aussi à changer de méthode, à changer d'état d'esprit et à ne pas toujours faire de la politique une affaire qui serait une affaire singulière
je ne suis pas né en me disant que je serais un jour président, un jour Premier ministre, un jour ministre. J'aurais pu 10 fois être ministre parce qu'on me l'a proposé sans cesse. Et j'ai toujours refusé parce que je suis un homme de conviction, je suis un homme de gauche. Merci, et je crois à ce que je porte. Et donc, tant que ce ne sera pas ce que je porte qui sera au pouvoir, je ne participerai à rien. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Faure.